Je voudrais donc vous parler ici d'une recherche que j'ai menée sur les choix scolaires des familles des classes moyennes. Alors, c'est une recherche que j'ai menée dans 4 communes de la banlieue parisienne. Je pense que c'est important de le préciser parce que la situation géographique des classes moyennes n'est pas la même. Et j'ai choisi des communes avec 2 types de communes. L'une où les classes moyennes cohabitent avec les classes populaires, notamment dans les centres-villes et dans un certain nombre des quartiers, et 2 autres communes dans lesquelles il y a une majorité des classes moyennes sur la commune. Alors, ma définition des classes moyennes reprenait au départ à la fois une division verticale entre les classes moyennes supérieures et ce que j'ai appelé les classes moyennes intermédiaires, mais aussi une division entre classes moyennes du public et du privé, parce que je considère que cette dimension horizontale est tout à fait importante aussi. Et en fait, au bout des résultats de l'enquête, il apparaît qu'il y a 3 groupes principaux. Les classes moyennes qui combinent du capital économique, du capital culturel et qui sont plutôt dans le secteur privé, donc classe moyenne supérieure du secteur privé. Une catégorie plus vaste et donc dans laquelle on trouve les classes moyennes supérieures et les classes moyennes intermédiaires du secteur public. Mais je précise que je parle du collège et je pense que les classes moyennes supérieures du public rejoignent davantage les classes moyennes supérieures du privé au niveau du lycée et de l'enseignement supérieur. Mais là, on est au niveau du collège, c'est un tout petit peu différent. Et puis, une fraction qui décroche complètement, qui sont les classes moyennes du secteur privé, les classes moyennes intermédiaires du secteur privé, qui sont beaucoup plus proches des classes populaires par rapport à un certain nombre de comportements. Le premier enseignement de cette enquête sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que les classes moyennes n'ont pas attendu l'assouplissement de la carte scolaire pour choisir leur école, ce qui était l'objet de mon enquête. Et ce qui montre mon travail, c'est que pour avoir un regard compréhensif d'ensemble, il ne faut pas se focaliser seulement sur les 2 choix sur lesquels on se focalise d'habitude, donc soit le choix d'un autre établissement public, soit le choix du privé, mais qu'il faut un éventail plus large. Le choix du public, il n'est pas du tout négligeable avant qu'on assouplisse la carte scolaire. Il n'était pas du tout négligeable avant qu'on l'assouplisse, puisque mon enquête a eu lieu avant 2007, donc avant la politique d'assouplissement de la carte scolaire. Elle représentait à l'époque 11% des familles, mais c'est une moyenne nationale et dans la banlieue parisienne, on trouve des taux beaucoup plus élevés. Choix d'un autre établissement public par différentes voies qui peuvent être donc des options qu'il y a dans les collèges, qui peuvent être des demandes fondées sur des critères familiaux. À quoi il faut ajouter en plus parfois des fausses adresses, qui sont un phénomène totalement minoritaire, mais pas si minoritaire que ça, autour d'un certain nombre d'établissements prestigieux. À côté de ça, on a le choix du privé qui est un peu trompeur dès lors qu'on regarde les statistiques seulement en instantané, puisque le pourcentage d'enfants dans l'enseignement privé n'a pas beaucoup varié dans le temps depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est parce que l'État contrôle l'expansion de l'enseignement privé. Et en fait, le chiffre qui est intéressant, c'est les passages publics-privés. Quand on s'intéresse aux trajectoires des enfants, eh bien, c'est 2 enfants sur 5, une famille sur 2 qui a eu recours à l'enseignement privé. Donc, c'est un recours massif à l'enseignement privé des familles. Ce que vous nous dites laisse entendre que finalement, une des préoccupations majeures des classes moyennes en ce qui concerne l'éducation de leur enfant, ça rejoint d'ailleurs peut-être un peu leurs préoccupations en termes de logement, c'est la liberté de choix qu'ils veulent à tout prix préserver. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on interroge les classes moyennes sous voulez-vous qu'on développe les choix de l'école, eh bien, les réponses sont majoritairement négatives. Mais elles sont négatives pour des raisons variées, et notamment les classes moyennes supérieures n'ont aucun intérêt à que les autres puissent choisir leur école, puisqu'elles choisissent déjà, et que ça reviendrait à étendre le privilège de choisir à l'ensemble d'autres catégories sociales. On ne partage pas. Voilà. Donc, je reviens aux 2 autres choix qui me semblent intéressants parce qu'on en parle assez peu, qui sont d'une part le fait qu'on choisit de plus en plus son lieu de résidence en fonction de la qualité de l'école, la qualité perçue de l'école. C'est un choix plus difficile à étudier parce que les sociologues de l'éducation ne le considèrent pas comme un choix scolaire et parce que, bien évidemment, les choix résidentiels font intervenir une variété de critères et qu'il est plus difficile à isoler la dimension scolaire. Mais c'est extrêmement important. Moi, 2 tiers des 170 familles
familles que j'ai interviewées m'ont dit avoir choisi leur lieu de résidence en fonction de l'école. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène minoritaire. Et puis, quatrième élément sur lequel on se focalise encore moins, puisque quand on pense choix, on pense naturellement à ceux qui font défection. Or, moi, je pense, en suivant la terminologie d'Albert Hirschman, de l'économiste Albert Hirschman, qu'il faut s'intéresser aussi à ce qu'il appelait la prise des paroles, c'est-à-dire que font ceux qui restent. Et donc, j'ai montré dans mes travaux que ceux qui restent sont loin d'être passifs et que soit ils développent des comportements qui peuvent être assez vertueux, au sens où ils s'investissent beaucoup dans l'école et c'est au profit quand ils restent dans le collège du quartier, c'est au profit de l'ensemble des élèves qui vont dans le collège, mais ils développent aussi des stratégies moins vertueuses qui sont une forme que j'appelais des privatisations ou de colonisation exclusive de l'école, qui passe notamment par la pression mise sur le développement des classes des niveaux. Vous savez que les classes des niveaux sont interdites dans le collège unique et vous ne savez pas peut-être que 2/3 des collèges ont des classes des niveaux, donc on est dans un décalage très fort entre la politique publique et les comportements, ce qui est vrai pour un certain nombre de choses qui concernent l'école. Pour ne pas être trop longue, je voudrais évoquer juste 2 autres aspects. Comment expliquer cette focalisation sur le choix de l'école, parce que c'est au cœur de mon travail, et aussi un peu les différences entre les fractions des classes moyennes. Alors, comment peut-on l'expliquer ? Eh bien, ce n'est pas du tout parce que les classes moyennes percevraient une très grande diversité dans notre système éducatif. Elles perçoivent un tout petit peu de diversité vis-à-vis de l'enseignement privé, puisque parfois l'enseignement privé est choisi en fonction des critères, des valeurs, par exemple religieuses, en fonction d'une offre plus riche en équipements, en activités. Mais grosso modo, le choix est orienté par une vision hiérarchique du système d'enseignement. Hiérarchique, c'est même faible, il faut dire plutôt polarisé. Il y a les bons établissements et les mauvais établissements, et tous les parents que j'ai interrogés, il n'y avait aucun doute autour des bons et des mauvais établissements. Il avait peut-être un peu de doute au niveau des établissements moyens, mais il y a cette polarisation, elle est très forte. Une polarisation qui concerne essentiellement les résultats scolaires, notamment pour les classes moyennes supérieures. Et là, je rejoins le constat qui a été fait tout à l'heure de ce qui a été appelé une dimension matérielle, mais que moi j'appelle plutôt une dimension instrumentale très forte chez les classes moyennes supérieures, et d'autre part, chez les classes moyennes intermédiaires, une préoccupation beaucoup plus présente, liée à leur lieu de résidence, vis-à-vis des problèmes de sécurité, des disciplines, des climats de l'école, qui relèvent pour moi davantage ce qu'appelait une dimension expressive. Et ces 2 facteurs sont très étroitement associés par les familles au public de l'établissement. Et c'est ça qui me semble un facteur tout à fait essentiel à comprendre. Pourquoi se focalise-t-on sur le public, sur qui va à l'école ? La très grande majorité des parents que j'ai rencontrés m'ont dit un collège, c'est qui va au collège. Vous mettez donc les enfants d'ici là, ça changera le tout, du tout au tout. Pourquoi ? D'abord parce que les parents ont une vision de l'école en France comme ayant les mêmes programmes pour tous. Donc on a un curriculum national, on n'a pas des programmes d'enseignement qui diffèrent selon les écoles. Les parents sont aussi fortement convaincus que la qualité du corps enseignant en France est assez homogène. Ils disent qu'il y a une répartition assez égale entre les bons et les mauvais. Chaque collège a des bons et des mauvais enseignants. C'est pas ça qui fait la différence. Donc, que fait la différence ? Qu'est-ce que je peux voir qui fait la différence? Eh bien, c'est qui va à l'école. Et là, ça devient un critère très fort par rapport au choix des parents. Mais je crois qu'il faut l'interpréter encore de façon plus complexe en montrant que cette focalisation sur le public de l'école est également très liée à la pénétration d'un pessimisme, et là je rejoins tout à fait les thèses sur le pessimisme des parents, sur l'idée qu'il est très difficile de changer la donne sociale. Et étant sociologue, beaucoup des parents nous ont dit pendant l'enquête, à moi ou à mes collaborateurs, c'est pas à vous qu'on va dire que le poids du milieu social est extrêmement déterminant, etc. Donc il y a une pénétration très forte d'une vision très déterministe de ce qui se joue à l'école, et d'autre part, une méfiance et un discrédit très fort des politiques publiques.
la plupart des parents disant quoi qu'on fasse, ça ne change rien, etc. Donc ça conduit effectivement à des attitudes très individualistes qui sont aussi alimentées par la peur de l'avenir, bien évidemment, la peur de l'insertion de leurs enfants, mais aussi, comme ça a été rappelé tout à l'heure, par la montée des classes populaires, c'est-à-dire comment je peux faire frein aussi au fait qu'aujourd'hui, la majorité des enfants des classes populaires va au collège, va au lycée et même au premier cycle de l'enseignement supérieur. Pour finir, je voudrais dire que ce que j'ai dit de façon très générale ne se retrouve pas de la même façon selon les fractions des classes moyennes auxquelles on pense, et que notamment il y a une division assez importante entre les classes moyennes supérieures du secteur privé qui pratiquent une ségrégation radicale qui passe par le choix du privé et par le choix du lieu de résidence, et les classes moyennes supérieures et intermédiaires qui, elles, sont beaucoup plus dans la cohabitation, mais une cohabitation qui devient très vigilante par rapport aux classes populaires. Dernier point, il est clair que la réponse politique en termes d'assouplissement de la carte scolaire n'en est pas une très bonne pour tenir compte de ce que je viens de dire. Dans certains quartiers, l'a accentué les demandes des parents des classes moyennes, parce que les parents boursiers sont très peu nombreux à poser des demandes, mais ce n'est pas du tout une mesure qui rencontre beaucoup d'accueil positif, parce que les parents demandent, mais ils demandent tous la même chose et ils l'obtiennent assez peu, parce que les établissements qui sont très très demandés sont déjà plus que remplis. En fait, les classes débordent, on ne peut pas, il faudrait vraiment éteindre les murs. Et comme l'éducation est un bien rare, on ne peut pas reproduire ce bien ni facilement ni rapidement. Donc c'est une mesure qui n'est pas perçue de façon très positive et qui en plus renforce très grandement les écarts et les inégalités entre les groupes sociaux. Donc je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus à comment on peut changer la qualité de l'offre d'enseignement et la mixité sociale au sein de cette offre plutôt que les mesures qu'on a prises ces derniers temps. Merci.